nouveau marché aux États-Unis, nouveau marché réglementé par les autorités américaines. C'est une nouvelle bourse, la 13e, je crois, autorisée aux États-Unis, qui a ouvert aujourd'hui. Et c'est une bourse lente dénommée IEX. Son créateur, Brad Katsuyama, veut lutter contre le trading haute fréquence, une pratique qui devient la norme et qui inquiète les différents acteurs du marché. Thibaut Jouzier. Pas d'arnaque et pas de privilège. Voilà ce que promet Brad Katsuyama avec sa nouvelle bourse américaine. Une bourse où tout le monde fait du trading à la même vitesse. Aujourd'hui sur les marchés, le nerf de la guerre, c'est la rapidité. Cette pratique s'appelle le trading haute fréquence. Pour aller plus vite que les autres, ces traders utilisent des algorithmes et des serveurs surpuissants. Ils analysent le marché avant tout le monde. Résultat, un bénéfice de quelques centimes par opération, mais un bénéfice qui devient gigantesque car ces traders effectuent beaucoup plus d'opérations que les autres, des millions par jour. Une pratique impossible sur la nouvelle bourse lente. Un ralentisseur empêchera toute transaction plus rapide que 350 millisecondes, la seule vitesse autorisée. Au total, 8000 entreprises seront cotées sur cette nouvelle bourse d'ici au 2 septembre. Les observateurs sont unanimes. Si l'opération est un succès, le modèle pourrait devenir un standard sur les marchés. Eh ben, on va prendre justement la direction des États-Unis, demander son avis à Grégory Volokin, qui est avec nous en duplex depuis New York. Bonjour Grégory. Bonjour. Le président de Mescard Financial Services. Déjà, est-ce que l'arrivée de ce nouveau marché là, destiné à freiner les flash boys, comme on les appelle, est-ce que ça fait parler à Wall Street? Est-ce que c'est un concept que vous achetez? Soyons très francs, d'abord on en parle très peu ici, ça c'est la première chose, et deuxièmement, l'idée est bonne, l'idée est excellente, mais évidemment de ralentir de 340 millisecondes pour empêcher les flash boys, c'est certain que c'est quelque chose qui va marcher, mais qu'est-ce qui va empêcher les autres stock exchange, les autres marchés de faire exactement la même chose? Parce que s'ils voient qu'il y a une perte, je dirais, de fréquentation, que ce soit le Nasdaq ou le New York Stock Exchange, tout simplement, ils vont adopter cette même politique de ralentissement. Et je pense que le développement de cette nouvelle plateforme sera assez vite freiné, tout simplement, par la compétition naturelle. Oui, effectivement, Nasdaq ou New York Stock Exchange qui voient d'un mauvais œil évidemment l'arrivée de ce concurrent, mais vous le dites Grégory, ils auront les moyens de réagir si jamais certains investisseurs délaissent les plateformes traditionnelles aujourd'hui du Nasdaq ou du New York Stock Exchange. Oui, ça me semble tellement évident parce que si on voit que le fait de ralentir l'accès est une chose qui attire les investisseurs, tout le monde va le faire. Donc je dirais que je salue le début de cette plateforme qui va rendre peut-être plus difficile ce genre de triche qui est de passer devant les investisseurs légitimes avec des programmes extrêmement rapides. Mais je pense aussi que ça va être très très vite copié et adopté d'une façon assez générale. Bon, mais finalement c'est un mouvement qui va dans le bon sens. Alors pour les investisseurs traditionnels, les investisseurs longs, comme on les appelle, comme vous, Grégory, ce trading haute fréquence, alors on a appris à vivre avec, c'est vrai que c'est des volumes importants d'échanges, 40-50% peut-être sur les volumes mondiaux. Ça complique forcément votre travail, là, ces gens qui viennent faire un peu d'argent sur le dos des investisseurs traditionnels. Oui, je dirais qu'il faut aussi alors être assez modéré dans les propos par rapport à ça, c'est-à-dire que c'est quelque chose que on ne remarque pratiquement pas, parce que vous savez aussi bien que moi que calculer 320 millisecondes, ça passe très très vite. Donc de dire que ça a un effet négatif sur les prix obtenus sur les marchés, c'est fort possible, mais c'est impossible en gros à mesurer. Donc on ne connaît même pas l'impact négatif de ces traders à haute fréquence. Tout ce qu'on sait, c'est qu'ils sont là et ils font malheureusement, on peut dire, la majorité du volume. Mais l'autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que déjà les volumes sont extrêmement faibles, vous le savez bien. Par exemple cet été, on a tous les jours des volumes vraiment en baisse forte. Donc si en plus on enlève une partie de ces volumes parce que les traders à haute fréquence arrêtent de trader, peut-être qu'en fait l'effet sera plus négatif encore que leur présence actuelle. C'est d'ailleurs leur argument, l'argument de ces arbitragistes algorithmiques, là, c'est l'idée qu'on apporte un peu de liquidité à des marchés qui en manquent parfois. Merci beaucoup Grégory. Bon, l'actualité est très calme, mais on vous retrouvera après l'ouverture de Wall Street dans une demi-heure, 3/4 d'heure, les marchés américains qui vont ouvrir en baisse dans le sillage des marchés européens, puisqu'on perd environ 1% sur les actions européennes cet après-midi. Audrey Maubert, on poursuit le tour d'horizon de l'actualité avec la rentrée politique, ça se bouscule à gauche. Et avec nous Grégory Volokin. Bonjour Grégory.
Bonjour Grégoire. Président de Mescard Financial Services, la Fed maintient le suspense. Enfin, c'est surtout qu'ils sont complètement perdus et enlisés aujourd'hui au sein du comité de politique monétaire, Grégory. J'aime bien l'entendre dire de votre bouche parce que c'est en fait la vraie réalité, c'est ça. C'est-à-dire que si la Fed regarde les données américaines, les données économiques qu'on a, que ce soit l'emploi, que ce soit la consommation et je ne sais quoi d'autre, aucune raison de ne pas monter les taux. Si la Fed regarde l'économie mondiale avec les conséquences futures peut-être du Brexit, mais aussi avec la stagnation en Chine, avec la très faible croissance européenne. Ils mentionnent même la fragilité des banques italiennes dans leur communiqué. S'ils regardent ce qui se passe en dehors des États-Unis, ils n'ont aucune raison de monter les taux. Donc c'est vraiment ce dilemme face auquel ils vont être. Ça sera, je pense, une décision qu'ils vont devoir prendre. On ne peut pas faire plaisir à tout le monde. Et mon avis, c'est à Jackson Hole qu'on va avoir un discours qui va vraiment indiquer si on va avoir une hausse des taux d'ici la fin de l'année. Si les marchés ne sont pas préparés au moins depuis Jackson Hole, ça sera impossible pour la Fed de monter les taux sans créer vraiment là un effet négatif pour les marchés, et elle en a très peur. Bon, le discours de Janet Yellen est prévu le 26 août prochain à Jackson Hole, cette grande rencontre des banquiers centraux chaque année dans le Wyoming. Enfin, il y a les éléments de court terme, le Brexit ou les banques italiennes là qui font leur apparition dans le communiqué de la Réserve fédérale américaine, Grégory. Mais on a l'impression aussi que même sur les aspects de long terme, là, ils sont de plus en plus perplexes, et cette question qui se pose de savoir jusqu'où on va pouvoir remonter les taux, qu'il y ait une hausse de taux d'ici la fin de l'année, pourquoi pas, mais c'est toujours la même question de jusqu'à quel niveau est-ce qu'on pourra remonter les taux. Et James Bullard, il y a quelques jours, avait quand même eu une déclaration assez marquante. Il dit oui, on peut peut-être remonter les taux là une fois d'ici la fin de l'année, mais après c'est plus rien en 2017 et 2018. C'est exactement la question. Il ne faut pas oublier qu'on a bientôt 8 ans d'expansion aux États-Unis, que tôt ou tard, on aura ou bien une récession ou bien la fin de cette expansion. Ça ne sera pas du tout le moment de monter les taux. Donc en fait, la question pour la Fed, c'est si on ne le fait pas maintenant, parce qu'à court terme, la porte est relativement ouverte pour une hausse des taux, vu qu'on n'a aucune idée où on sera à moyen et à long terme. Ils le disent pratiquement, mais personne ne sait où on va être. Personne ne sait où on va être à long terme. Donc s'ils n'agissent pas avec les données qu'ils ont à court terme, pourquoi est-ce qu'ils agiraient? C'est un peu ça la question. Bon, et puis élément intéressant, on suit avec vous bien sûr la campagne présidentielle américaine particulièrement intéressante, et un chiffre que vous nous apportez, Grégory. Alors on sait qu'on se bat à coups de millions et de dizaines de millions de budget entre Hillary Clinton et Donald Trump, sauf que quand on regarde les dépenses médias des deux candidats à la présidentielle à ce stade de la campagne, on est très très largement en dessous des niveaux qu'on avait atteints en 2012, 60% en dessous en termes de dépenses médias. Exactement. Depuis la fin des conventions, il y a eu en gros 130 millions de dollars dépensés par les candidats contre 400 millions en 2012 en publicité à la télévision et à la radio. Pourquoi? C'est tout simple. C'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, Donald Trump n'a pas dépensé un centime pour faire de la publicité. Il se sert des réseaux sociaux pour faire sa propre publicité. Vous savez très bien qu'il se sert constamment de Twitter. Et puis, il se sert aussi, évidemment, de toutes les apparitions qu'il a sur les plateaux de télévision. Donc, 0 centime dépensé par le candidat républicain. Et puis, je dirais, tous les organismes républicains qui devraient soutenir Trump et dépenser un peu d'argent sont à peu près absents, tout simplement qu'actuellement, être un supporter de Trump si on est républicain, c'est déjà très très mal vu, parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas que les élections présidentielles aux États-Unis, il y a aussi les élections des représentants et des sénateurs, et que ces républicains ont très très peur de se faire démolir s'ils soutiennent Trump. Donc pas de dépenses de ce côté-là. Et puis l'autre côté, c'est Hillary Clinton, qui en fait, vu que son avance dans les sondages augmente quotidiennement, diminue ses dépenses en publicité, puisqu'elle en a de moins en moins besoin. Donc c'est une très mauvaise affaire, en fait, pour la plupart des médias, télévision et radio aux États-Unis. C'est incroyable. Enfin, Donald Trump, vous dites pas un centime dépensé dans les médias. Enfin, on a encore l'exemple récent de son usage des réseaux sociaux. Il vient de tweeter, je crois, il y a à peine quelques heures, ils m'appelleront bientôt Monsieur Brexit. Et c'est déjà repris en boucle. Là, j'imagine, ça fait le buzz, c'est repris par les sites internet, par les médias. Enfin, d'ailleurs, tout le monde se demande ce qu'il a voulu dire. C'est assez cryptique, parfois, les tweets de Donald Trump.
Malheureusement, je pense qu'il essaie de récupérer le Brexit pour tous les mauvais côtés du Brexit. Il ne faut pas oublier que un des côtés du Brexit, c'était le refus de l'immigration, la peur de l'étranger de la part des Anglais. Et je pense que c'est ça qu'il veut dire. Je serai, moi, le président américain qui va lutter contre l'immigration, qui va renforcer les contrôles aux frontières, etc., etc. Rien de particulièrement brillant de ce côté. Merci beaucoup, Grégory. Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services, avec nous chaque après-midi depuis New York. On termine en bref ce journal. Quelques mots encore pour compléter ce tour particulièrement intéressant qui montre comment les usages des médias ont radicalement changé en quelques années. Les dépenses en publicité dans les médias des deux candidats ont chuté de 60% par rapport à la précédente campagne entre Obama et Romney en 2012. Comment expliquer ça? Alors il y a bien sûr les réseaux sociaux mis largement à contribution et qui ne coûtent rien, mais pas seulement. Les précisions de Grégory Volokin, le président de Mescart Financial Services. Depuis la fin des conventions, il y a eu en gros 130 millions de dollars dépensés par les candidats contre 400 millions en 2012 en publicité à la télévision et à la radio. Pourquoi? C'est tout simple. C'est qu'en fait, jusqu'à maintenant, Donald Trump n'a pas dépensé un centime pour faire de la publicité. Il se sert des réseaux sociaux pour faire sa propre publicité. Vous savez très bien qu'il se sert constamment de Twitter. Et puis, il se sert aussi, évidemment, de toutes les apparitions qu'il a sur les plateaux de télévision. Donc, 0 centime dépensé par le candidat républicain. Et puis, je dirais, tous les organismes républicains qui devraient soutenir Trump et dépenser un peu d'argent sont à peu près absents, tout simplement qu'actuellement, être un supporter de Trump si on est républicain, c'est déjà très très mal vu, parce qu'il ne faut pas oublier, il n'y a pas que les élections présidentielles aux États-Unis, il y a aussi les élections des représentants et des sénateurs, et que ces républicains ont très très peur de se faire démolir s'ils soutiennent Trump. Donc, pas de dépenses de ce côté-là. Et puis l'autre côté, c'est Hillary Clinton, qui en fait, vu que son avance dans les sondages augmente quotidiennement, diminue ses dépenses en publicité, puisqu'elle en a de moins en moins besoin. Donc c'est une très mauvaise affaire, en fait, pour la plupart des médias, télévision et radio aux États-Unis. Grégory Volokin était votre invité tout à l'heure. Grégoire, la Fed ne tranche pas et garde toutes les options ouvertes sur une